Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Qu'est-ce que l'identité française? Apparemment, la question divise en ce moment. Si certains auditeurs sont sur X, donc anciennement Twitter, et puis même sur d'autres réseaux, vous pourrez constater qu'actuellement, le sujet fait débat, que ce soit Louis Sarkozy qui explique à nouveau que l'assimilation est une solution à la crise migratoire que nous connaissons, ou bien des journalistes qui tentent de définir l'identité française ou non des Mahorais. Bref, on s'interroge, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'être français. Eh bien, on pose la question ce matin à François Bousquet, le rédacteur en chef de la revue Éléments et donc le directeur de la Nouvelle Librairie, et puis à Antoine Dress, diplômé en philosophie, animateur donc d'un blog de philosophie politique, d'une chaîne YouTube également, Egonon, qu'on vous invite à suivre, chers auditeurs, puis directeur des publications de l'Institut Iliade, auteur de Réalisme politique aux éditions de la Nouvelle Librairie. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, on va commencer très très large, si vous le voulez bien. Chacun à votre tour, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition à vous de l'identité française? On rentrera dans les détails ensuite, puisqu'il y a beaucoup de nuances à analyser. François Bousquet, commençons par vous. Qu'est-ce que l'identité française? Vaste sujet. Sujet très difficile à définir puisqu'il s'inscrit dans le très long cours de l'histoire. L'identité française, c'est pas la France vue depuis un bateau-mouche, ça assurément. C'est pas seulement l'identité parisienne. Je crois, moi, j'aimerais écrire une contre-histoire de France pour montrer à quel point cette histoire s'inscrit dans la durée et remonte quasiment aux Gaulois, sinon avant eux. En tout cas, sur un plan philosophique, l'identité, mais ça Antoine en parlera sûrement, n'est pas l'identité républicaine. C'est tout l'enjeu. Vous évoquiez le cas de Louis Sarkozy. Son père, Nicolas Sarkozy, Sarko l'américain, et Louis Sarkozy n'est jamais qu'un Américain à Paris. Son père avait imposé entre 2005 et 2007, pour se faire élire et avant d'accéder au pouvoir, la thématique de l'identité nationale. Quand il a dégainé et dégoupillé cette notion d'identité nationale que Patrick Buisson lui avait soufflé, Buisson raconte ça très très bien dans La cause du peuple, ça a été une levée de bouclier phénoménale. On avait droit à l'identité républicaine, qui était une identité d'assimilation, qui était la nation conçue comme une collection d'individus, et Patrick Buisson a soufflé à Sarkozy cette notion d'identité nationale. Pourquoi cette notion d'identité nationale? C'était pour nous expliquer que la France n'était pas seulement une communauté de destin, c'était pas seulement une communauté volontaire, délibérée, auto-instituée par la Révolution française, quand les États généraux deviennent la constituante, quand la souveraineté passe du roi au peuple, ou à la nation, pour ainsi dire. C'est aussi une communauté de mœurs, ça la France, mais ça vaut pour toutes les nations, mais plus encore, et ça c'est le sujet le plus brûlant, et c'est le sujet du jour, c'est une communauté d'origine. Alors évidemment, chez Nicolas Sarkozy, la communauté d'origine a été définie de façon implicite. On n'a jamais évoqué la question religieuse, on l'a évoqué à la marge, ça relève de l'identité, pas seulement de la France. Donc je ne réponds pas sur le cas français, parce que rentrer sur le cas français m'obligerait à faire de très longs tunnels sur la spécificité de la France. J'adorerais le faire, mais restons-en aux généralités. Cette communauté d'origine, c'est une communauté religieuse, c'est une communauté culturelle, c'est une communauté de mœurs partagées, communes, de représentation, mais aussi, et ça c'était l'implicite et le non-dit du discours de Nicolas Sarkozy, mais tout le monde l'a entendu, et n'a entendu que ça, c'est aussi une communauté ethnique, pas que, bien sûr, pas totalement, pas exclusivement, mais aussi. Donc la France, pour vous répondre, en tant qu'homme de droite, la France c'est ça, c'est une communauté de destin, puisque je reprends le mot de Renan et son discours, qu'est-ce qu'une nation, est assez étrange, parce que c'est un discours pointilliste qui juxtapose plusieurs thématiques, donc c'est un consentement de tous les jours, disait-il, donc c'est un acte de volonté, c'est un acte de destin, c'est un acte de choix, mais il dit également, et c'est le plus important pour nous, c'est aussi un legs, et ce legs est aussi génétique. Et la question génétique, je le redis, elle n'est pas centrale, enfin elle est centrale, c'est une cause nécessaire mais pas suffisante, plutôt disons. Mais comme c'est le non-dit, on est obligé d'en parler et de mettre un nom sur cet implicite. C'est aussi ça, la France.
pour répondre, hein. Mais de manière générale, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails sur ce qu'est l'histoire de France, hein. Simplement, il y a un continuum, hein. Après, j'en ai fini. Il y a néanmoins, pour revenir au cas français et sortir des généralités, et parler d'un cas particulier et singulier, la France, hein, il y a un continuum, me semble-t-il, hein. Quand on lit les premiers voyageurs grecs, hein, c'est-à-dire un siècle à peu près avant notre ère, que Strabon, que César vont reprendre, hein, et aujourd'hui, on voit qu'il y a une continuité dans la psychologie de la nation française, hein, qu'il y a déjà une unité, il y a déjà une cohérence, hein, il y a déjà une homogénéité. C'est fascinant de voir au long cours, hein, j'ai évoqué le cas de Renan, mais Taine a fait un La Fontaine magnifique, hein, et il parle d'un réservoir primitif, hein, à propos de la France. Il y a un réservoir primitif, dit-il, hein, dès la guerre des Gaules, dès la conquête par les Romains de la France, hein. Donc c'est cette continuité-là, dans le cas français, qui fonde, hein, eh bien l'âme ou la nature française. Oui. Antoine Dresse, même question. Alors, je vais effectivement élargir encore plus au-delà de qu'est-ce que l'identité française, qu'est-ce que l'identité, puisque finalement, c'est une définition que chaque pays pourrait s'approprier et s'appliquer à elle-même, à lui-même. Oui, effectivement. Alors, j'adhère à tout ce qu'a dit François Bousquet, donc je ne vais pas paraphraser tout ce qu'il vient de dire. Alors, qu'est-ce que l'identité? C'est effectivement une question que se posent, vous l'avez dit, tous les pays européens, même tous les pays du monde. Il y a néanmoins une spécificité en France dans la manière dont on pose cette question, en tout cas dans la ferveur ou la polémique que suscite cette question. Car effectivement, la manière dont on répond à cette question est assez représentative de deux camps ou de deux traditions politiques et philosophiques opposées. Pour faire vraiment très très simple, parce qu'on n'a pas énormément de temps ce matin, on peut distinguer deux manières de répondre à cette question. La réponse traditionnellement donnée depuis les Lumières, grosso modo, c'est-à-dire qu'on part de l'individu. L'individu est premier et la société, la communauté, la nation n'est que le résultat d'une volonté contractuelle entre les individus. David Hume, par exemple, disait que la nation n'était qu'une collection d'individus. Et en ce sens, quand on part de l'individu, la nation, l'identité n'est effectivement que la résultante d'un choix rationnel, d'une acceptation de certaines valeurs communes, partagées, d'un certain ordre social, de certaines lois ou ce genre de choses. Et à l'inverse, on a eu la tradition qui hérite plutôt des contre-lumières de Herder en Allemagne, par exemple, qui vient plutôt nous dire que ce qui est premier, c'est le collectif, c'est la communauté, c'est la famille, c'est la nation, tout ce genre de choses. Et l'individu n'est que le produit de tout cela. C'est l'individu qui est constitué en profondeur par la collectivité. Et en fait, ces deux traditions se sont développées et trouvent encore des expressions de nos jours, l'une et l'autre se développant de plus en plus. À gauche, on va insister de plus en plus sur une forme d'émancipation de l'individu par rapport à la société, alors que la tradition intellectuelle de droite, disons les choses très, très généralement, va insister sur toutes sortes de déterminismes. L'homme est déterminé en profondeur par sa langue, par ses origines, comme l'a dit François, ses origines biologiques, ethniques, par ses origines historiques, par sa culture, tout ce genre de choses. Et donc, d'une certaine manière, la tradition de droite insistera vraiment davantage sur la part non volontaire de l'identité. Et c'est ce qu'on entend déjà, au fond, dans le nom identité. Identité, ça vient de idem en latin, le même. C'est d'une certaine manière, comment est-on français? Et on devrait répondre, on est français parce qu'on est français. Il y a quelque chose de tautologique dans cette affirmation qui est contenue elle-même dans le terme d'identité et ensuite dans le qualificatif identitaire. Et je précise cela parce que récemment, sur le plateau de Frontières, il y a eu, selon moi, une sorte de subversion sémantique quand on a dit qu'identitaire, c'est le fait d'adhérer à certaines valeurs. Non, c'est justement l'inverse. Identitaire, c'est le fait d'affirmer que l'identité est quelque chose qui s'hérite et non pas quelque chose qui se choisit. Et c'est ça qui avait été affirmé par ce terme. Donc, nous nous trouvons face à deux conceptions de l'identité extrêmement fortes, extrêmement profondes. Alors, à gauche, on a été de plus en plus loin dans le refus de tous ces déterminismes, dans ce rapport à l'histoire. On entend des gens, par exemple, comme François Bégodeau, comme Geoffroy de la Gannerie, qui vont dire que la France, au fond, n'existe pas. Et il y a une certaine cohérence là-dedans, car à partir du moment où on considère que la France n'est qu'une entité fictive, au fond, peu importe les individus qui composent cette France, ça n'a aucune importance. Donc, ces hommes de gauche n'ont même pas
ne sont même pas en contradiction. Ils ne vont même pas nier le grand remplacement, par exemple, ou le bouleversement démographique. Ils vont dire que ça n'a pas d'importance puisque la France n'existe pas. Et à droite, le camp est beaucoup plus divisé, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une unité philosophique et intellectuelle autour de cette notion et d'assumer donc le rapport non choisi de l'identité, la droite est divisée entre une conception civique et une conception, mettons, ethnique de la nation. Et une bonne partie de la droite donc va défendre une forme de nationalisme civique, c'est-à-dire que l'identité française serait le fruit d'une adhésion à certaines valeurs partagées, mais ce qui au fond ne résout absolument pas la question, car quelles valeurs? Ces valeurs ne sont jamais définies. Pour les uns, ce seront les valeurs de la monarchie catholique historique telle qu'elle a constitué la France. Pour d'autres, ce seraient des valeurs, mettons, plus républicaines, des valeurs de tolérance, ce genre de choses. Et bon, c'est une des choses pour moi qui met la droite dans une forme d'infériorité intellectuelle vis-à-vis de la gauche. C'est que ces définitions-là sont beaucoup trop poreuses et ne permettent pas de résoudre cette question. François Bousquet, est-ce que vous pensez que pour résoudre ce débat, il faudrait mettre fin à cette déconnexion qu'il y a entre identité civique et identité ethnique, et puis retrouver une forme d'homogénéité entre les deux, et donc probablement inclure cette identité ethnique à l'identité civique? Oui, c'est le gros dilemme. Hein. Le gros dilemme, il est définitionnel. Hein. Comme le rappelait Antoine, mais peut-être que la vérité la plus profonde de la philosophie, c'est ce que disait Wittgenstein, c'est la tautologie. Qu'est-ce que c'est l'identité à minima? C'est la vertu que possède une chose d'être elle-même. Hein. Donc une fois qu'on l'a dit, c'est je suis ce que je suis. Donc il est vraiment très très difficile de définir cette notion d'identité. Elle est très ancienne. En réalité, on commence à réfléchir à l'identité quand on invente la philosophie. Il y a 2500 ans, 2600 ans, vous pensez à Héraclite. Hein. Héraclite est un philosophe anti-identitaire. Hein. On le retrouve chez Sartre, on le retrouve aussi chez Nietzsche, paradoxalement. C'est une philosophie qui est anti-fixiste, hein, qui pose un problème vis-à-vis de l'identité, en particulier de l'identité humaine, de l'identité culturelle, de l'identité nationale, ce qu'on n'appelait pas encore l'identité nationale. Il y a 2500 ans, il y a un poète et un philosophe qui s'appelle Épicharme, hein, qui a défini, c'est un topos de la philosophie, l'argument dit de la croissance. Hein. Si vous prenez un bout de bois et que vous rajoutez une mesure à ce bout de bois, est-ce que c'est le même bout de bois? Et Épicharme dit non, c'est pas le même bout de bois, c'est autre chose que ce bout de bois. On l'a vu avec Notre-Dame. Pour être beaucoup plus clair, je prends l'exemple de Notre-Dame. Mais Notre-Dame ne fait qu'illustrer un vieux paradoxe de la philosophie. Ce paradoxe, c'est le bateau de Thésée. Quand Thésée a tué le Minotaure, il revient, c'est un mythe, hein, mais c'est pas grave. Hein. Le mythe est suggestif et parlant. Il revient à Athènes. Hein. Et le bateau, évidemment, il est taqué, il se dégrade. Hein, et on remplace les pièces de bois les unes après les autres, hein, le mât, etc. Les Grecs se demandent, est-ce que c'est le même bateau? Et les philosophes disent non, c'est pas le même bateau, c'est un nouveau bateau. C'est comme si je disais que Notre-Dame a brûlé, Notre-Dame a été détruite, hein, on l'a reconstruit à l'identique, peu ou prou, il y a les vitraux bien sûr, mais on l'a reconstruit à l'identique. Est-ce que c'est toujours Notre-Dame? Hein? Eh ben oui, c'est Notre-Dame, parce que Notre-Dame ne raconte pas une naissance, hein. Notre-Dame raconte une histoire. Hein. Donc cet argument de la croissance ne tient pas. Et Épicharme, pardonnez-moi, mais c'est très suggestif, je prends plus plaisir presque à le raconter. Il raconte cette scène hein, entre un créancier et un débiteur à Athènes il y a 2500 ans. Le créancier a prêté de l'argent au débiteur. Hein, et là vraiment, vous allez voir qu'on est au cœur de l'identité. Et il tombe sur lui dans une rue d'Athènes et lui dit « Ah mon gars, là, faut que tu me rembourses ma dette. Hein. » Le débiteur lui dit « Non, je ne vais pas te la rembourser, puisque l'homme je ne suis plus l'homme qui t'a emprunté l'argent. Je suis un autre homme. Hein. » Voilà une vision anti-identitaire. Que fait le créancier? Le créancier lui casse la gueule. Sur quoi le débiteur le convoque au tribunal hein, et le créancier se défend au tribunal en disant la chose suivante hein, mais ça, la personne qui t'a cassé la gueule n'est pas la même que celle qui est aujourd'hui en face de toi au tribunal. Hein. Donc on voit tous les paradoxes et les sophismes que soulève cette question d'identité. Non, l'identité existe. Hein. Moi, François Bousquet, j'existe en tant que tel. Hein. C'est quoi l'identité? C'est quelque chose qui est indivisible, qui est infractionnable. Hein. C'est même par-delà la durée. Je suis ce que je suis. C'est-à-dire que je suis homme parce que je nais, je grandis, je mûris, je vieillis et je meurs. Hein. Sinon, je serai un dieu immortel. Hein. Le propre du dieu immortel, c'est de ne pas mourir, c'est de ne pas changer, d'être tel qu'en lui-même au fil du temps. Le propre d'un homme, c'est d'évoluer. Pour répondre à Héraclite, qui est le principal objecteur à cette notion d'identité, vous savez sa phrase célèbre, c'est qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Hein. Mais c'est faux.
On se baigne toujours dans le même fleuve, parce que le propre du fleuve, c'est que l'eau s'y écoule. Hein. Oui. Sinon, ce serait un lac. Hein. Donc, vous voyez à quel point il y a une conjuration depuis 2500 ans contre l'identité. Et nous, identitaires, avons du mal à l'imposer contre les sophismes des historiens, de nombre de philosophes. Hein. Non, l'identité existe. Hein. Si la France, demain, n'est plus blanche mais noire, ce n'est plus la France. Hein. On sort de la configuration du paradoxe du bateau de Thésée, où on a remplacé le même par le même. Hein. Là, on a remplacé le même par l'autre. Hein. Donc, pour vous répondre, oui, l'identité vraiment. Alors, ça n'est pas l'enjeu central de notre temps. C'est un des enjeux centraux de notre temps. Un des problèmes des identitaires, c'est c'est que ce sont des fins du monde. Moi, je suis une fin du monde parce que j'ai le luxe et le confort de ne pas être une fin de moi. Donc, les identitaires ont tendance à évacuer, à exclure la question sociale de leur agenda. Elle est centrale. Pour les fins de moi, elle est centrale. Ouais. Hein. Pour nous, en tout cas pour moi, sans être riche, hein, cette question de la fin de moi ne se pose pas. Je peux affronter cet enjeu identitaire qui est l'enjeu central de notre temps et qu'on ne veut pas aborder. On ne veut pas l'aborder jusque dans le cadre du RN. Après, j'en ai fini. Vous évoquiez Louis Sarkozy. Louis Sarkozy, ça n'est jamais que du Mélenchon, son discours. Hein. C'est un discours de Lenny Ware ou de Raphaël Glucksmann. Hein. Mais prenons le cas de Mayotte. Hein. Comment peut-on défendre en France, ça c'est le paradoxe de l'assimilation, comment peut-on défendre en France le droit du sang et vouloir qu'en Nouvelle-Calédonie, que les Caldoches me pardonnent, je suis un lecteur d'ADG, mais vouloir qu'en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, nous défendions le droit du sol. Où est le principe de cohérence? Si nous voulons défendre de façon cohérente et conséquente en France et en Europe le droit du sang, ce que certains d'entre nous veulent faire, Antoine en tout cas et moi, on ne peut pas, au bout du monde, défendre le droit du sol. Donc, il faudrait que nos partis politiques soient cohérents et conséquents et comprennent que les enjeux qui sont les nôtres, en tout cas les enjeux d'identité, sont des enjeux existentiels. C'est que ce qui nous menace, c'est de cesser d'être ce que nous avons toujours été. Antoine Dresse, je vais vous laisser réagir à ce qu'a dit François Bousquet, mais avant une question, puisque c'est souvent ce qu'on oppose justement aux identitaires qui tiennent ce type de discours, c'est le fameux argument selon lequel la France, de toute façon, a été fondée à base d'identités multiples. Il y a eu des influences celtes, des influences germaines, et comme le dit François Bousquet, le temps, finalement, l'identité dépasse le temps dans ces cas-là, alors nous sommes tous à la fois germains et celtes, et puis l'identité française se retrouve un peu dissoute. Alors, qu'en est-il? Comment répondre justement à cet argument de toute façon, chaque identité est elle-même composée d'identités multiples et donc n'a pas forcément de cohérence? Mais tout d'abord, oui, effectivement, il y a des identités, des origines multiples dans l'identité française, mais ces différents peuples qui ont composé la France à travers les âges ont eux aussi des origines communes, notamment des origines indo-européennes. Ce sont des peuples aussi qui appartiennent à une même civilisation. Donc, s'ils appartiennent à une même civilisation, c'est-à-dire qu'ils ont un même rapport aux lois, un même rapport, une sorte de même mode de vie. Et donc l'alliage était beaucoup plus facile. Et c'est une identité qui s'est construite au cours des siècles, sur des millénaires. Aujourd'hui, on nous propose une assimilation de peuples entiers dans des proportions bien plus considérables que ce n'était jadis, sur quelques décennies. Donc, ce sont des situations qui sont absolument pas comparables. Moi, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans le discours de Louis Sarkozy, c'est c'est un jeune homme, enfin, il a mon âge, et pourtant son discours est incroyablement dépassé et vieux. J'ai oublié la phrase exacte, mais je crois qu'il a dit le problème aujourd'hui, c'est un problème d'assimilation. Nous n'en sommes vraiment plus là. L'assimilation, je ne sais pas si l'assimilation est vraiment possible en soi, parce que cette discussion qu'on a sur l'identité me fait penser plutôt que non, fondamentalement, nous sommes toujours ce que nous sommes dès la naissance, ce que on nous a légué. Néanmoins, d'un point de vue très, très pratique, évidemment que des cas d'assimilation ont lieu, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui peuvent effacer, ou pas forcément effacer, mais en tout cas se déprendre de leur héritage et adopter vraiment entièrement les coutumes et les mœurs du pays qui les accueille. Néanmoins, c'est possible pour des individus quand ils sont insérés dans une société et qu'ils sont de fait détachés de leur société d'origine. Aujourd'hui, quand bien même le voudrions-nous, c'est quelque chose de quasiment impossible. Prenons des cas vraiment très, très, très simples pour le faire comprendre.
aujourd'hui, bon, il y a des millions de personnes qui viennent de pays étrangers. Ils vivent ensemble dans des quartiers, dans leur propre communauté. Ils parlent donc encore leur langue. Quand ils sont chez eux, après, par exemple, les enfants, après être revenus de l'école, ils regardent la télévision de leur pays d'origine. Ils continuent à parler leur langue chez eux. Et donc, là où dans les années 60, des individus étrangers étaient forcés d'écouter la chaîne unique, la même chaîne que les autres Français, de regarder les mêmes films, d'écouter les mêmes programmes de télévision, aujourd'hui, ce n'est vraiment plus le cas. Il y a des mondes parallèles qui vivent dans des sociétés. Moi-même, je l'ai un peu vécu. J'ai vécu en Pologne pendant 2 ans. J'ai fait de mon mieux pour apprendre le polonais, pour me faire des amis sur place. Mais enfin, j'étais connecté en permanence avec la France, avec la Belgique. J'avais des amis français sur place, nous vivions ensemble en français, nous allions dans des restaurants en français, nous mangions du fromage et du vin et nous ne mangions pas des pierogies tous les jours. C'est comme ça que ça se passe. Alors, à plus forte raison quand ce sont des millions d'habitants qui habitent chez nous. Moi, je suis belge. Bruxelles, par exemple, Bruxelles est une ville qui ne comporte plus que 25% environ de Belges de souche et ce sont les statistiques officielles. Comment peut-on encore penser aujourd'hui que les 50% d'extra-européens qui vivent à Bruxelles vont devenir belges? Ça n'a aucun sens. Et j'en profite d'ailleurs en mentionnant la Belgique, pour comparer, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, l'adhésion à certaines valeurs. Quand on définit l'identité par certaines valeurs partagées, cela paraît encore cohérent ou en tout cas encore possible avec la France, car la France est une très grande nation. On imagine comme ça les valeurs de la République ou les valeurs de la monarchie française, ce genre de choses. Si je vous dis devenir belge, c'est adhérer aux valeurs de la Belgique, je crois que je vous ferai sourire parce que ça ne vous évoquera pas grand-chose. Or, moi, je suis un Belge francophone. Ma culture est extrêmement proche de la vôtre par bien des aspects. Je pense que nous communions dans une certaine même vision du monde. Et ce n'est pas du tout les valeurs de la France qui me rapprochent de vous, chère Liselotte. Pour moi, les valeurs de la France dont on me parle, dont je vous entends parler en France depuis que je suis enfant, ne m'évoquent pas grand-chose. Et ce n'est pas du tout ça qui définit ma culture ni mon identité. Ouais. Est-ce que François Bousquet, vous voulez réagir aux propos d'Antoine Dresse? Comme malheureusement nous sommes d'accord sur le fond et sur la forme, hein, ce sera assez difficile. Hein. Tu vas poursuivre sur cette définition de l'identité qui reste une définition problématique et rebondir sur ce qu'avait dit Antoine au tout début dans cette opposition entre la façon dont les modernes perçoivent l'identité, mais c'est un très très vieux débat. Hein. On est remonté au présocratique à 2500 ans, 2600 ans. Mais on peut considérer que la querelle qui a opposé au Moyen-Âge Thomas d'Aquin aux nominalistes, hein, qui pensaient qu'il n'y avait rien derrière les choses, il y a rien derrière François Bousquet. François Bousquet n'est que François Bousquet, Liselotte du Treuil n'est que Liselotte du Treuil. Hein. Je vous en prie. Non, je veux dire, moi, pour François Bousquet, je ne suis que ce que je... Il n'y a pas d'homme derrière moi, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de profondeur historique. Hein. C'est ceux qu'on veut restaurer. Moi, je le redis, il y a une conjuration de notre temps, il y a une conjuration des modernes contre l'identité, c'est-à-dire contre l'essence. Hein. C'est la culture du vide, finalement. C'est ça que vous nous expliquez. Au-delà, c'est que l'essence de notre temps, c'est la désessentialisation. On ne veut pas d'essence. On a un problème avec l'essence. Hein. Or, en termes physiques, hein, de physique, de sciences physiques, qu'est-ce que c'est l'identité? C'est la lutte contre l'entropie. C'est la lutte contre le désordre. C'est la lutte contre la fragmentation, contre la déperdition. C'est ça ce qu'est un homme. C'est ça ce qu'est la vie. La vie n'est qu'une lutte permanente. Je parle de la vie physique, hein, des sciences physiques, hein, n'est qu'une lutte permanente contre la dispersion. La dispersion, c'est l'entropie. Et il y a une conjuration de notre temps, de la modernité, je dis bien, contre ce principe-là. C'est pour ça qu'on veut que l'identité, vous l'évoquiez, soit plurielle. Hein. Non, l'identité est singulière. C'est pour ça qu'on veut que l'identité soit liquide. Non, elle est solide, l'identité. Mais on veut nous imposer. Pour rebondir sur ce que vous disiez, pour le coup, Liselotte du Treuil, hein, vous savez, sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un Français? Est-ce qu'un Français, est-ce que c'est un patchwork? Hein?
Est-ce que c'est un creuset? Non, parce qu'on sait que le creuset devient un chaudron de nationalité. Donc non, ça n'est pas un patchwork, la France. Hein. La France, ça s'inscrit dans une histoire au très long cours, qui fait qu'il y a une personnalité française, qu'il y a une substance française. Hein. Et c'est cette substance aujourd'hui qui est à éroder, qui est altérée, qui est attaquée, et qui fait que demain, cette histoire telle qu'elle se profile, hein, avec la démographie, ne sera plus la même. Hein. Donc c'est ce contre quoi on lutte, c'est-à-dire donc on lutte contre l'entropie. On lutte nous Français, nous Européens, nous luttons contre la dissolution de nos nations françaises, européennes. Hein. Voilà peut-être une possible définition de l'identité. Simplement après, j'aime énormément ce que dit Pascal, hein, sur Blaise Pascal, sur des mots comme le mot identité. Pascal, il dit que c'est un mot primitif, hein, et que c'est un mot qu'on n'a pas à définir. Pourquoi on n'a pas à le définir? Parce que chacun sait ce que c'est que l'identité individuelle. On peut la définir, mais on tombera pas d'accord. Je sais que des philosophes objecteront au discours d'Antoine ou au mien. Donc on n'a presque pas à la définir. Hein. On retombe sur la tautologie. Ouais. On sait tous ce que c'est qu'être un Français, on sait tous ce que c'est qu'être un Européen. Antoine Dresse, pourquoi une telle pudeur aujourd'hui de la part d'une partie de la droite, justement, à affirmer ce caractère ethnique de l'identité? Là où, au contraire, d'ailleurs, on valorise énormément la culture. Hein. Je vais grossir le trait, mais on nous explique que la France, c'est le camembert, le pinard, les apéros, qu'il y a tout cet esprit. Tout ça, on est d'accord, mais alors dès qu'il faut creuser au-delà, eh bien là, on perd tout le monde. Eh bien, j'y verrais deux raisons en particulier. Une raison qui est commune, pas seulement à la France, mais vraiment à toute l'Europe, à tous les pays européens, c'est la peur du qu'en dira-t-on, et aussi une forme d'adhésion ou de soumission aux présupposés idéologiques du discours de gauche. C'est-à-dire que, globalement, le discours de gauche a gagné dans les esprits, donc on part du principe, effectivement, que l'individu est premier, que tout ce qu'a dit François Bousquet, c'est cette conjuration contre l'identité. On veut des identités multiples, des identités assez souples, assez flexibles, ce genre de choses qui est irrigué. C'est vraiment un discours qui est irrigué absolument partout, dans les radios, dans la télévision, dans les universités. Combien de fois n'ai-je pas entendu ce genre de choses? François Bousquet disait que les essences étaient vraiment l'ennemi de notre temps. J'ai fait des études de philosophie, comme vous le rappeliez. Je pense que la pire insulte qu'un professeur pouvait donner d'un philosophe, c'est un philosophe essentialiste. Je n'ai jamais entendu l'explication pourquoi c'était si horrible que ça, mais c'était vraiment une des pires choses qui put exister. Donc il y a vraiment cette soumission inconsciente parfois au discours de gauche, ou alors une volonté de plaire, une volonté vraiment d'être accepté. On va faire des concessions sur le discours identitaire dans l'espoir qu'on puisse être mieux entendu sur le reste des discours. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe. Toutefois, il y a aussi cette particularité en France, c'est que dans une partie de la droite française, on aborde la France comme un objet à part. J'ai aussi très souvent entendu des Français dire « Alors oui, en Allemagne, en Italie, en Espagne, on est allemand, espagnol, italien parce qu'on a des parents allemands, espagnols. En France, c'est différent. En France, on est français parce qu'on aime la France. La France a une vocation universelle. » Alors les uns l'expliquent par le catholicisme, les autres par autre chose. Mais la France apparaît comme une sorte d'exception, et c'est ce qui crée un alliage assez particulier entre une sorte de chauvinisme allié à un universalisme pratique. Et ça, c'est assez ancré dans une certaine tradition politique française, et qui, je pense, est une erreur fondamentale et qui empêche aujourd'hui la droite française de réagir efficacement contre les maux qui nous menacent, en particulier contre le grand remplacement. Définir la France, comme vous l'avez dit, par le camembert, le vin, ou ce genre de choses, bon, on est vraiment encore à l'étage inférieur, mais c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Et c'est absolument, enfin, dans les faits, c'est grotesque. On a tous des amis français qui ne boivent pas de vin, qui ne mangent pas de fromage et qui sont absolument français. Je n'ai pas d'amis comme ça pour ma part, mais chacun ses problèmes, Antoine. Hein. J'en ai en tout cas. Non, mais j'en ai aussi, bien évidemment. Et je les salue. François Bousquet, est-ce que cette honte de la droite, c'est pas aussi le symbole, enfin la conséquence d'une forme
de harcèlement de la part de la gauche. Aujourd'hui, on a peur, on prend des risques à se revendiquer patriote, et donc forcément, cette droite-là, ces Français, quand ils voient des Français, mais donc des Français civiques et d'origine étrangère, qui vont revendiquer ce patriotisme, qui vont prendre le risque d'assumer ces valeurs, cette fierté d'être français, cet amour pour la France, eh bien forcément, il y a une sorte d'élan de sympathie, puisque on comprend qu'ils prennent des risques, et qu'ils prennent des risques pour la France. Alors on est tenté de les inclure forcément dans cette communauté française plutôt ethnique. Oui, on peut. Hein, je veux dire, ma religion n'est pas sur le. Je suis un disciple de Paracelse. Hein, c'est que rien n'est poison, tout est poison. Hein, c'est une affaire de dosage. Hein. C'est à quel curseur on met l'effet de seuil. Antoine l'a dit. On pouvait s'octroyer le luxe, hein, et l'inconséquence, hein, parce que c'est aussi une inconséquence. Hein, et cette inconséquence, là, pour le coup, elle n'affecte que la droite, parce que la gauche au moins est cohérente. La droite, là, sur ce plan, est incohérente. Je parle de l'assimilation. On pouvait s'octroyer le luxe de l'assimilation quand on était une nation monoethnique. Hein. C'était assez facile. Hein. Le reproche qu'Aristote fait aux Perses, hein, c'est que les Grecs c'est un peuple politique, les Grecs, hein, pas qu'ethnique. C'est un peuple politique. Hein. Les Perses, c'est les tribus. Donc c'est un stade infrapolitique, au fond, tribal. Mais c'est un luxe que les Grecs pouvaient s'octroyer aussi, parce qu'ils étaient globalement monoethniques, hein, parce qu'il y avait une homogénéité ethnique. Hein. Donc cette question, oui, bien sûr, il y a toujours eu... la France a toujours eu une légion étrangère, hein, au sens métaphorique du terme. Hein. Qu'est-ce que fait la Renaissance française? On importe des artistes italiens, on importe des cardinaux italiens. Qu'est-ce que fait Napoléon III? On importe des dizaines de milliers d'ingénieurs et d'ouvriers anglais pour construire notre chemin de fer. Hein. Donc il y a toujours eu une immigration qualitative, hein, même si elle était marginale, hein, parce que c'est une affaire de dosage. Hein. Rien n'est poison, tout est poison. C'est le dosage qui fait le poison. Mais cette question d'assimilation, moi, je pense que pour une droite cohérente, hein, il faut désormais tirer un trait dessus. Ça n'exclut pas le cas par cas. Il y a quantité de Français qui ont choisi la France. Hein. J'en ai conscience, hein, dont beaucoup sont parmi Zemmour ou Marine Le Pen, hein, enfin ou quelques-uns. Mais ça ne peut pas être la norme. Hein. La norme, à moins de considérer que l'histoire de France n'existe pas. Si on considère que l'histoire de France n'existe pas, c'est ça c'est un paradoxe des historiens, ça. Si l'histoire de France est l'histoire d'un changement permanent de la France, il n'y a plus d'histoire de France. Si l'histoire de l'Europe est l'histoire d'un changement permanent de peuple européen, il n'y a plus d'histoire de l'Europe. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. J'en conclus, on est à la croisée des chemins. Le luxe, hein, et l'inconséquence, hein, que nous pouvions nous autoriser avant les années 1960, hein, quand globalement il y avait une homogénéité ethnique dans les nations européennes, eh bien ce luxe-là, on ne peut plus l'autoriser aujourd'hui. Et ben on va terminer sur ces mots. Messieurs, merci beaucoup pour vos lumières. François Bousquet, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Et puis Antoine Dresse, vous êtes donc diplômé en philosophie, animateur de ce blog et donc de cette chaîne YouTube de philosophie politique qu'on invite les auditeurs à découvrir s'ils ne la connaissent pas déjà. Ça s'appelle Egonon. Et puis vous êtes aussi directeur des publications de l'Institut Iliade et auteur de Réalisme politique aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup et puis on espère que votre discours sera entendu par toute cette droite qui est encore assez tiède et pudique sur la question de l'identité. Merci et à très bientôt.